Bienvenue. Merci d'être là parmi nous. Donc, vous savez que c'est un atelier qui est organisé par monimmeuble.com et moi, je suis Isabelle Dahan. Je suis la fondatrice de ce média en ligne consacré à l'immobilier et à la copropriété. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur un atelier technique. C'est pour cela qu'on a invité un architecte et également un gestionnaire de copropriété, mais qui est plutôt, on va dire, directeur d'une société avec plusieurs agences. Et ils vont se présenter, bien sûr, et on va parler de surélévation, d'extension, tout ça en copropriété. Donc, vous imaginez bien que c'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça qu'on a invité aussi François Pellegrin, qui est quelque part un spécialiste parce qu'il a de l'expérience sur ce sujet et qu'il a réalisé quelques beaux chantiers. Donc, il va nous en parler. Alors, peut-être que tu peux nous partager effectivement ta présentation si tu le veux bien. François, et puis après, vous allez vous présenter quand même tous les deux. Du coup, je vais commencer à me présenter, effectivement. Je suis Lionel Réchin, je dirige effectivement plusieurs cabinets de copropriété. Alors, je reste quand même gestionnaire parce que, un peu comme François, j'imagine, dans son domaine d'architecte, le terrain reste quand même le centre d'intérêt de nos métiers et le centre de tous nos apprentissages. Et donc, je reste à gérer des copropriétés et c'est à travers cette gestion que j'ai pu mener une opération de surélévation complètement, une qui est en cours d'étude et une sur un immeuble en monopropriété dont le permis a été obtenu. Il reste les travaux à faire, le permis et toutes les validations techniques. Donc, voilà, c'est à ce titre que je me suis empressé de donner ma candidature pour intervenir sur ce webinaire. Voilà pour moi. Voilà. Je suis à Paris, effectivement, j'ai oublié de le dire, 16e et 15e arrondissement, et aussi à La Rochelle pour la gestion de copropriété. Voilà, François, à toi. Merci Lionel. Tout le monde le voit? Vous voyez le partage? Ok, bon. Oui. Je sais pas allez, la slide suivante. Ok, allez, c'est parti. Ah mince. Voilà, allez. Oui, on va balayer tout ça. Enjeux et avantages de la surélévation et d'extension, le cadre réglementaire et financier en matière de surélévation et d'extension, le projet de surélévation et d'extension, les étapes clés, les contraintes spécifiques et les principaux risques en matière de surélévation. La suivante. La suivante, c'était une petite slide pour me présenter. Je vais très vite. Je suis architecte urbaniste. Juste la particularité de notre agence, c'est que dès que je me suis installé, il y a ça plus de 40 ans, j'ai compris que le temps du projet n'était pas le temps d'innovation et j'ai couru après des contrats de recherche en me disant, voilà un moment où on peut respirer, réfléchir, prendre le temps pour innover. La suivante. Et justement, j'ai profité d'un appel à idées du plan construction, plan urbanisme, construction et architecture, il y a, je crois, 15 ans maintenant, qui lançait à l'adresse des professionnels des innovations ou des sujets de réflexion pour améliorer le sort des bâtiments existants. Et c'est là qu'on a repéré une petite copropriété, puisqu'il y avait des sites qui étaient proposés par le ministère. On a repéré une autre copropriété. La plupart des autres bâtiments proposés étaient des immeubles appartenant à des bailleurs sociaux. Nous, on sait que les bailleurs sociaux savent faire, et on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose d'intelligent à faire. On peut passer à la slide suivante. C'est essayer d'inventer un système pour faire une rénovation exemplaire à coût zéro. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis en avant la possibilité d'utiliser le levier financier de la surélévation pour trouver l'argent qui permette à une copro de se rénover de façon ambitieuse. La suivante. Ça, vous pourrez flasher ce flashcode. Vous aurez un petit film de 2 minutes qui est assez intéressant parce que ça montre la démarche qui a été suivie. On va pas se lancer, vu les complexités techniques, dans l'idée de vous présenter cette vidéo en direct, donc vous pourrez y revenir tranquillement. La suivante. Tout de suite, l'avantage de la surélévation, c'est effectivement, ça peut constituer une manne financière, puisque on va vendre des droits à construire, et c'est aussi l'occasion de réenchanter tout l'immeuble
évidemment, parce que on va forcément le réhabiliter avant de faire ou pendant qu'on fait la surélévation, et c'est l'occasion de doter le bâtiment de nouvelles performances, gérer les eaux pluviales, introduire la biodiversité, faire de la captation solaire, et puis surtout le gros avantage par rapport à la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, c'est de pouvoir créer des logements sans artificialiser les sols. Lionel, si tu veux prendre la main. Oui, l'avantage principal pour une copropriété, c'est effectivement la diminution des charges par l'augmentation du nombre de copropriétaires. C'est-à-dire que les charges restent les mêmes, mais plus il y a de copropriétaires, plus la répartition est favorable à chaque copropriétaire. Les charges sont en baisse forcément pour les autres. Mais c'est surtout l'opportunité d'effectuer des travaux d'amélioration de l'immeuble. Par exemple, un immeuble de 2 étages ou 3 étages n'a pas forcément d'ascenseur, mais si on l'augmente de 2 étages, il en aura un. Donc, il y a une opportunité. C'est une fenêtre vraiment d'opportunité, les surélévations, pour réaliser des travaux. Et je pense aussi que c'est une fenêtre d'opportunité pour réinstaurer un dialogue entre les copropriétaires, dialogue nécessaire d'ailleurs pour mener à bien cette opération qui est très longue et très complexe. Donc c'est avant tout, voilà, pour moi c'est une opportunité d'argent certes, ça c'est vrai, mais de viser à améliorer le dialogue en interne et la qualité de l'immeuble par des améliorations. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. Et je vois que Lionel a déjà répondu. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On essaie d'y répondre, bien entendu. Alors, la slide suivante. Alors, oui, bah, ça on vient de le dire, hein, c'est que si on veut vendre des mètres carrés qui seront évidemment exceptionnels, puisqu'ils sont sur les toits, ils seront soumis à la RE 2020, donc ils consommeront rien, ils auront une belle vue. On peut pas imaginer de vendre ces mètres carrés si l'immeuble qui est en dessous est dans son jus d'origine avec toutes ses failles. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de tout faire ça. Puis il faut penser à l'ascenseur. Vous n'allez pas vendre un R+4 ou un R+5 sans ascenseur. Donc ça peut faire tomber un projet. Quelquefois, la possibilité d'un ascenseur n'est pas envisageable. La suivante. On raisonne souvent sur élévation, mais il y a d'autres leviers. Il y a la densification par la surélévation, la densification par extension latérale ou par épaississement ponctuel du bâtiment. Il faut identifier toutes ces voies-là. Les vues suivantes vont nous le montrer. On peut tourner. Voilà, en fait, sur un immeuble existant, on va pouvoir en rouge surélever, en bleu mettre des plugs en façade pour agrandir certaines pièces, en vert on peut mettre des choses en latéral. Voilà, il y a toute une panoplie, les architectes comprendront bien, on peut passer à la slide suivante, toutes les combinatoires qui sont possibles. Évidemment, tout ça, c'est sous réserve que on soit conforme à toutes les réglementations. On peut passer à la vue suivante qui montre des plugs. Voilà, là on avait plugué des extensions de séjour en façade, on avait plugué des maisons sur le toit avec la captation solaire. Il y a aussi l'option de fermeture des loggias, hein, tout simplement. Création de loggias bioclimatiques. Il faut pas oublier, voilà, les architectes ont à leur disposition tout un arsenal à voir avec les parties prenantes qui sont évidemment les copropriétaires en fonction des attentes qu'ils ont sur l'amélioration de leur logement. On peut aller à la slide suivante. J'en profite pour dire que toutes ces opérations qui sont effectivement des agrandissements ne sont pas soumis à la loi extraordinaire, enfin c'est la loi de 65, mais aux parties de la loi de 65 que j'appelle moi extraordinaire sur la surélévation. C'est très important, c'est d'autres réglementations. Donc c'est pour ça que toutes ces idées sont merveilleuses. Elles ne répondront pas si vous voulez épaissir ou allonger votre immeuble. Ce que nous allons vous dire sur la réglementation-là ne s'applique pas forcément sur ces améliorations-là ou sur ces agrandissements-là. Voilà, ça c'est important. On a pu faire reconnaître, nous, dans un projet qui est en cours, que la création de loggias bioclimatiques par la fermeture des balcons rentrait dans un dispositif, c'était pas de la construction neuve, c'était bien de la construction d'amélioration énergétique soumise à une TVA donc de 5,5 et c'est très important parce que le neuf est à 20%. Exactement. Sur cet exemple que vous voyez affiché là, c'était une copro, on avait un cahier des charges qui demandait des extensions
mais pas partout. Et donc, vous voyez que dans le plot, dans l'image en bas à droite, qui est une simulation d'ensoleillement que nous faisons avec le logiciel Archiwizard, qui permet de voir comment la façade est insolée, bien, on voit bien qu'entre les deux plugs qui sont à droite de l'image, du bas, on va faire un sacré ombre portée, et on va détériorer le confort visuel du logement qui est intermédiaire. Donc, ça, c'est pour dire que l'architecte doit faire ses simulations, les partager pour voir si on continue dans cette voie-là ou pas. Il ne s'agit pas de faire une très belle augmentation de surface pour entraîner le désagrément d'un certain nombre de copropriétaires. Le projet sera évidemment refusé. Et les simulations permettent de prévenir ce genre de risque en ayant une concertation en amont. On peut passer à la suivante. On l'a dit, augmentation des millièmes et des moyens financiers pour rénover tout le reste. La recommandation, moi, que je fais personnellement, c'est que l'extension que vous allez faire, ne la raccordez pas au chauffage collectif. Parce qu'à la moindre panne, on accusera l'extension d'être coupable. Or, les logements qui seront créés, je l'ai dit, sous RE 2020, ils consommeront rien, ils n'ont pas d'effet de masse, ils sont en hauteur, donc il vaut mieux voir un système avec récupération d'air, chauffage électrique, chauffe-eau thermodynamique, pompe à chaleur, et pas essayer de se raccorder à la chaudière collective. Et sur un plan juridique, c'est juste une question de rédaction du modificatif et du règlement de copropriété, donc aucun problème. Et très bon conseil d'ailleurs. On peut passer à la suivante. Vas-y. Je voudrais vous donner quelques chiffres quand même, parce que c'est important. Non, oui, celle d'avant, pardon, celle d'avant, voilà. Bon, si on estime des coûts de travaux à 3 500 € hors taxe du mètre carré, plus en gros 20% d'honoraires divers, maîtrise d'œuvre, assurance, contrôleur technique, SPS, ça fait du 4 200 € hors taxe du mètre carré, donc du 5000 TTC. C'est sûr que sur les toits, l'immeuble à Paris, si on est à Paris, il va se vendre à plus de 10 000 € du mètre carré hors taxe. Ça laisse une différence entre 10 000 et 4 200, je suis hors taxe, de 5 800 € hors taxe de marge par mètre carré créé. Là, on crée 240 mètres carrés, ça faisait un apport de 1 392 000. Bon, avec cet argent-là, on peut payer évidemment les travaux de rénovation qui étaient à 750 000, et il faut régler l'achat de droits à construire, les indemnités éventuelles pour des gens qui subiraient un dol, et évidemment le travail et la marge le travail du promoteur avec sa marge. Donc vous voyez que si on a un prix de vente confortable, l'équation est assez facile à poser et à régler positivement. Quand vous avez un prix du mètre carré en neuf dans des régions qui est à 3 000 €, non, ça ne sera pas aussi évident que ça. Cela dit, il faudrait calculer tous les coûts induits. Là, on est sur un immeuble qui possède son foncier, qui a déjà ses réseaux. Quand on veut construire sur un terrain vierge, eh ben, il faut prendre en compte tous les coûts de viabilité, etc., qu'on n'a pas à supporter. Mais tout ça pour vous dire que ça marche bien dans les grandes villes où le mètre carré a une certaine résonance. C'est plus difficile, évidemment, dans des régions où le prix du mètre carré est très bas. La suivante. Cette rénovation, quand elle est globale, on le sait, c'est un petit rappel, c'est que elle va apporter aussi toutes les aides, bien sûr des économies d'énergie. On monte facilement les étiquettes en C, voire en B si on a un chauffage urbain, et on va déclencher après toutes les primes, les crédits d'impôt, les C2E, la prime rénov, etc. Et on va valoriser surtout, c'est très important. Vous pouvez vous reporter à l'étude des notaires qui date de décembre 2025, qui montre dans toute la France de combien impacte la remontée en étiquette sur la valorisation patrimoniale. Sur région parisienne, ce qu'on a pu tester, c'est que dès qu'on arrive à remonter un immeuble en classe B, c'est une valorisation de 1 000 € hors taxe du mètre carré, de 1 000 € du mètre carré. Pardon. Et en général, l'investissement au mètre carré pour les travaux de rénovation en bourg, c'est 300, 400 € du mètre carré. Donc on voit que l'équation, elle est quand même largement positive. Suivante. Attention à la fiscalité des plus-values.
peut-être que Lionel peut commenter. Oui, la fiscalité, malheureusement, vous la connaissez, on est de l'ordre de 35%. Et effectivement, le syndicat, lui, n'est pas imposé. L'imposition se fait à travers les quotes-parts des copropriétaires, parce qu'il y a une redistribution, que ce soit sous forme de travaux ou directement, c'est une redistribution d'un bénéfice. Et effectivement, lui est imposé. Et comme il s'agit d'une vente, vous êtes obligé de le déclarer en plus-value. Et effectivement, on est de l'ordre de 35% sur plus-value. Et là, il n'y a pas d'abattement puisque vous êtes en vente immédiate. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être lourd quand le syndicat est lui-même l'opérateur de la surélévation. Voilà. Et d'ailleurs, il faut le prendre en compte parce que c'est pas du tout pareil pour une cession de droit de construire ou là où il n'y a pas d'imposition de plus-value sur une cession de droit de construire. Voilà. La suivante, est-ce qu'on peut un peu mieux les cadrer parce qu'on voit le bas de la photo qui Non, suit. parce que c'est du PDF. Non, on peut pas. Non. Bon, donc tout ça pour vous dire que c'est bien connu la surélévation. On croirait que ces images qui sont le quai d'Orléans ont été comme ça dès la construction. Non, ben, tout ce qui est en rose, c'est ce qui a été dès le XVIIIe siècle, au cours du XVIIIe siècle, qui a été surélevé. Donc c'est une pratique très ancienne qui est l'histoire des villes, hein, bien évidemment. On peut aller à la suivante. Pour dire que justement l'Agence parisienne du urbanisme, la PUR, a fait un travail il y a déjà 10 ans, hein, en repérant, c'est des couleurs rouges, en repérant sur la ville de Paris des immeubles qui pouvaient être surélevés sans porter préjudice, sans porter atteinte à la qualité urbaine. Et donc, la conclusion, c'est que 10% des immeubles étaient surélevables. Donc, vous voyez que c'est un truc énorme. À partir du moment où on a le contexte que nous connaissons, réchauffement climatique ou dérèglement climatique, l'idée de plus artificialiser les sols, la surélévation, mais j'entends surélévation raisonnée et raisonnable, est une voie pas facile, mais qui mérite d'être exploré. Le nouveau maire de Paris, si on reste sur Paris, y est favorable. C'est pas pour autant que derrière ça suit et que on a toutes les instructions de manière très fluide. Il y a une grande marge là-dedans, mais tout ça pour vous dire que les villes ont repéré quand même que ce dispositif était à encourager. Pour imager le propos, il y a 1,4 million de logements à Paris. Si on parle de 10% des immeubles, ça veut dire qu'on peut créer, alors c'est global évidemment et un petit peu à la louche, mais ça veut dire qu'on peut créer plus de 100 000 logements rien qu'en surélévation. Donc ça parle, sachant qu'on construit en neuf environ 1000 à 1200 logements par an à Paris. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande marge. Voilà. Je vais vous montrer, là, on va faire défiler quelques exemples pour vous montrer que voilà, ça peut être aussi quelque chose de très petit. Là, c'était une maison de 1930 à Montrouge avec un monopropriétaire, donc là, aucune difficulté, sous réserve que le PLU l'accorde. On a créé 40 mètres carrés, c'est pas grand-chose, et à peu près, oui, à 5 000 € du mètre TTC. Bien sûr, alors la surélévation, on va le voir par la suite, c'est que même si elle est petite et ponctuelle, il faut prendre toutes les précautions, sondage, investigation sur les sols et les fondations, qui peuvent quelquefois faire tomber un projet. Là, en l'occurrence, c'était sur une zone de carrière et il a fallu faire un peu d'injection. L'injection, c'est toujours un risque, hein, parce que on peut injecter 20 mètres cubes ou 100 mètres cubes, on ne sait pas, on le sait qu'à l'avancement. C'est donc toujours une prise de risque quand on est dans des zones un peu fragiles, mais là, ça s'est très bien passé, c'est livré depuis 5 ans ou 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de problème. On peut aller voir d'autres images, la suivante. Petite surélévation rue de Paris, rue de Toul, qui est finalement c'est toujours sur une copropriété et c'est le propriétaire du dernier étage qui a obtenu l'accord des autres copropriétaires pour réaliser, on peut passer à la slide suivante, pour réaliser une petite extension d'un niveau, évidemment, conforme au PLU, beaucoup de discussions avec les parties prenantes pour déboucher sur l'autorisation, mais voilà, avec un peu d'acharnement, on y arrive, la preuve, c'est réalisé. La suivante. Alors ça, c'est un sujet qui illustre bien la complexité
On est un immeuble général Michel Bizot dans le 12e. On a notre permis depuis 5 ans, je crois. Permis qui a été attaqué par un voisin d'en face qui disait « Ah, vous allez me faire de l'ombre sur ma terrasse ». On a dit oui, monsieur. On a inventé, nous, les lieux numériques, justement, dans un contrat de recherche, donc la simulation d'ensoleillement dès 1980. Donc, on le fait sur tous nos projets. Et on lui a dit précisément à quelle heure il aurait un peu d'ombre sur sa terrasse, de fait d'une autre surélévation. Ça l'a pas calmé, donc il a attaqué sur un autre sujet. Il a dit oui, vous avez 2 marches pour entrer dans le local vélo. Donc voilà, il s'est fait débouter. Appel jusqu'en cassation, il s'est fait débouter. Il nous a fait perdre 3-4 ans, hein, et on va démarrer ce chantier au mois de mai normalement. Et j'en ai fait la couverture de ce livre que j'avais fait à la demande de Philippe Pelletier pour justement Le bonheur est sur le toit, la surélévation raisonnée, pour identifier les freins et les leviers à propos de la surélévation. Voilà. On peut aller à l'image suivante. Bon, voilà les gabarits. On pouvait monter, si vous regardez l'image de la coupe en bas à droite, on pouvait rajouter encore 2 niveaux de plus. On a été raisonnable, bien sûr. L'architecte, vous voyez, il dit oui, vous pouvez y aller. Après, l'ABF, il dit bah non, oui, vous avez le droit du point de vue du PLU, mais moi, je suis l'État et je vous l'interdis. Donc, on s'est mis d'accord sur, c'est quand même pas innocent, une surélévation de 3 niveaux à un endroit et une surélévation de 2 niveaux à un autre endroit. Voilà. Et le chantier devrait pouvoir s'ouvrir bientôt. Alors là, on n'est pas en copropriété, mais je vous le montre parce que on est place de la Nation, on est dans un contexte vraiment de la dent creuse. La dent creuse, elle était là depuis la création de la place de la Nation et après beaucoup de discussions avec la ville, on a finalement eu notre autorisation. C'est un projet qu'on a partagé avec JBMN, architecte, et qui consistait à mettre en lévitation 5 niveaux de surélévation au-dessus du magasin Casino. Je veux dire en lévitation, il fallait avoir nos propres fondations. On ne repose pas sur le toit de ce magasin Casino qui comporte un rez-de-chaussée et un +1. On a fait une dalle de répartition, un complexe assez fort structurellement en acier, en béton, et c'est là-dessus qu'on a monté nos 5 niveaux en bois. On peut voir l'image suivante. Qui montre, voilà, en façade, la surélévation qui a été réalisée, qui est une auberge de jeunesse. Je vous invite à aller là-haut parce que il y a un rooftop avec une vue magnifique. Vous pouvez prendre un verre. C'est ouvert au public. On peut passer à la suivante. Pour le mode constructif, évidemment, quand vous faites de la surélévation ou de l'extension, il faut penser filière sèche. Il faut penser construction rapide, moins de troubles pour les riverains, moins de bruit possible. Donc, on est forcément en filière sèche, en 2D ou en 3D, comme vous le voyez à droite. On pourrait imaginer ramener des modules. C'est pas toujours facile parce que se poser sur un existant, il faut vraiment, enfin, on a plus de souplesse en jouant avec des modules préfabriqués en 2D qu'en 3D. La suivante. Je voulais juste demander à Lionel si, dans les copropriétés qu'il a en gestion, le sujet de la surélévation s'était présenté et si certains des projets avaient pu aboutir. Oui, alors un projet a abouti. Donc, il a duré pas loin de 4 ans, tout compris. Donc, un projet a abouti. Un autre est en stand-by. C'était plus un problème de trouver le bon promoteur, voilà, puisque le premier a laissé tomber, on a commencé à discuter avant la crise de 2022-23 du logement, enfin plutôt 23, et du coup le promoteur a laissé tomber, mais il a mis du temps pour nous le dire, et on a un petit peu de mal à retrouver un partenaire. Donc là, c'est en stand-by. Et puis, en monopropriété, en revanche, on a mené jusqu'à, non pas son terme, mais son terme de toutes les études, la préfaisabilité, les études techniques, l'obtention du permis, enfin le projet, l'obtention du permis. Alors là, on est en monopropriété, mais c'est un petit peu, c'est pareil au niveau du déroulement, hormis l'absence d'assemblée générale. Et là, le permis est purgé maintenant, et donc c'est juste une question de financement des travaux. Mais donc oui, on a déjà eu l'occasion. En tout cas, c'est une discussion qui existe, ça c'est important de le dire. Alors, pas beaucoup d'immeubles, parce qu'on parle de 10% s'y prêtent, alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est des immeubles sur Paris, Lionel ?
Oui, moi, j'ai quasiment que du Paris et les immeubles dont je parle sont à Paris, sauf un qui est à Fontenay-sous-Bois, limite Vincennes. Il y a quand même assez peu d'immeubles, 10%, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, et nous avons peu d'immeubles qui s'y prêtent. En revanche, lorsqu'il y en a un, c'est vrai que la discussion finit toujours par arriver, ne serait-ce que parce que il y a beaucoup d'articles sur la surélévation, même des émissions de télé qui ont eu lieu sur la surélévation. Et donc, effectivement, ça vient à l'esprit des gens. Et puis, il y a surtout l'importance des travaux d'isolation thermique, de rénovation énergétique, qui fait que les copropriétés recherchent de l'argent, que ce soit des financements extérieurs, que ce soit des ventes de parties communes, voire la surélévation quand ça s'y prête. Donc, c'est une discussion qui existe, voilà, très clairement. Bon. Donc c'est intéressant de savoir voilà, qu'il y a encore des copropriétés sur Paris qui se posent la question. Et donc là, justement, l'objet de cet atelier, c'était de voir un peu les solutions proposées et puis les réalisations donc pour se projeter un petit peu et montrer ce qui était possible de faire. On continue, c'est ça? Oui, l'exemple suivant, il est sur l'épaississement. Alors voilà, ça c'est une vue de l'auberge jeunesse qui est terminée avec son rooftop là-haut. La suivante. Là, on est sur l'épaississement d'un immeuble, c'est tout à fait autre chose. Et c'est pas une copro, mais c'est pour vous montrer plutôt les techniques. Hein. C'est un immeuble qui est un foyer de jeunes travailleurs qui était desservi par une coursive mono-orientation. C'est ce qui était en gris sur rue. Et nous, ce qu'on a fait, c'est en bleu, l'immeuble un peu en dentelle. Alors la dentelle, c'est pas du tout du maniérisme architectural. C'était pour tirer le meilleur parti des prospects qui veulent qu'on ait plus de 8 mètres par rapport à une distance. Donc en mettant une façade biaise, on augmente la distance. Sinon, on n'aurait pas eu le même nombre de mètres carrés. Mon propos ici, c'est de vous dire, voilà, faut réfléchir. Il y a des immeubles qui ont la possibilité d'avoir une extension latérale et pas forcément une extension verticale. Donc, c'est des réflexions que les architectes doivent embarquer. Et ici, donc, on a créé, alors on peut passer à la suivante, on a créé quand même, ça souligne les avantages de l'épaississement, il faut d'une surélévation, parce que en l'occurrence, on a réussi à faire 1000 mètres carrés avec zéro artificialisation nette des sols et on a rendu vertueux l'immeuble qui ne l'était pas. On a réfléchi à une stratégie constructive qui, compte toutes les contraintes, a été assez vite arrêtée. Ça consistait, pour moi, c'est le credo qui est en haut à gauche, le bon matériau au bon endroit pour le bon usage. Je suis contre le tout bois, contre le tout béton ou tout acier. Il faut une intelligence constructive. Et là, finalement, on a une structure acier pour sa légèreté et sa rapidité de pose, des planchers béton, parce qu'avec un plancher béton, on était tenu par les altimétries des coursives qui étaient déjà, qui desservaient des volumes qui avaient que 2,40 m sous plafond. Donc, le plancher bois, dès que vous faites un plancher bois, c'est au moins 40-50 cm. Le plancher béton, vous faites du 3 ou 4 en 1, inertie, résistance, acoustique, feu, voilà, donc plancher béton et façade bois préfabriquée, biosourcée, rapportée, toujours pour des rapidités de délai. Donc voilà une autre voie pour montrer qu'on sait faire. Je vous parlais tout à l'heure du modulaire 3D, donc voilà, pour vous dire que ces dispositifs, ils existent, c'est une opération qui est assez ancienne. C'était pas de la surélévation, mais c'est pour vous indiquer que c'est une voie qui peut être regardée pour, encore une fois, réduire les nuisances et puis avoir des logements qui sont parfaitement terminés en usine, grutés et assemblés sur place. La suivante. Je reviens rapidement sur cette image, mais ce qui m'importe, c'est celle qu'on va présenter après, quand je vous dis que en faisant des interventions sur l'existant, on peut modifier complètement la lumière. On a les moyens de le modéliser, la vue suivante le montre, toujours avec le logiciel ArchiWizard. On peut tout à fait être à l'intérieur de son logement et voir avant-après comment la lumière, à un moment donné de l'année ou sur une moyenne d'une journée, comment on va perturber ou au contraire optimiser cette lumière. On sait tous que quand on fait déjà une ITE de 16 cm sur un mur, les habitants comprennent qu'il va y avoir un effet tunnel et voilà. Donc il y a des outils à disposition des architectes pour montrer le avant-après et justifier des choix architecturaux qui sont proposés.
La suivante. Il ne faut pas oublier qu'on sera en construction neuve, donc on a un bilan carbone à faire, enfin une analyse du cycle de vie, et que pareil, là on peut utiliser le BIM, nous on traite sur les modélisations 3D depuis toujours, pour nous aider à faire un bilan carbone de sa construction et de comparer d'ailleurs différents systèmes constructifs. Il faut prendre celui qui est le moins carboné. On peut passer à la suivante. Oui, la suivante, c'est une espèce de surélévation. Oui, celle-là. En fait, je suis sous la toiture, là. C'est l'immeuble que j'occupe partiellement. J'ai l'agence au 2e étage et au-dessus, sous les combles, j'ai l'agence avec la terrasse que vous voyez. Eh bien, j'ai découvert un jour quand Alexandre Reynaud faisait une conférence de la ville de Paris, faisait une conférence sur le PLU parisien, et puis il disait, il y a une spécificité, c'est les protections patrimoniales municipales. C'est pas une inscription ABF historique, c'est que la ville peut avoir des constructions qui sont protection patrimoniale. Et je le mets ici parce qu'en fait, la partie blanche que vous voyez au dernier étage, ça a été la création. C'est pas une vraie surélévation, c'est une fermeture des poutres pergola, comme on le voyait beaucoup dans ces années-là, il y a dire 130. C'est finalement la fermeture et la création d'un volume en remplacement d'une terrasse, qui était la terrasse de l'immeuble. Donc, il faut penser aussi à ces petites niches qui permettent de créer du mètre carré sans artificialiser les sols. On peut aller à la suivante. La suivante. Non, celle d'avant, pardon. Il ne faut pas oublier que là, vous allez être dans la rénovation du bâtiment neuf. En termes de performance thermique, ça pose pas trop de problèmes. En termes d'accessibilité, ça peut poser d'énormes problèmes. Et en termes de sécurité, vous pouvez changer la classe incendie de votre bâtiment. Donc, il faut discuter avec les services. Enfin, d'abord, il faut connaître la réglementation et puis discuter avec les services de sécurité incendie ou les services d'accessibilité pour éventuellement proposer des dérogations qui peuvent être acceptées parce que c'est difficile de rendre accessible un bâtiment existant qui a 4 marches ou 5 marches pour monter au rez-de-chaussée. Voilà, donc il faut argumenter et obtenir les dégradations qu'il peut y avoir. Sachez aussi que dans son PLU bioclimatique, la ville de Paris, mais comme toutes les autres villes, peuvent, à l'occasion de cette surélévation, vous obliger à des exigences comme recours aux énergies renouvelables, végétalisation, zéro rejet instantané à l'égout. Il y a le gros sujet, la création de surfaces de stationnement, qui n'est pas un sujet à Paris puisque on n'a plus le droit de faire des parkings quand on construit, sauf si le maire d'arrondissement dit je suis en déficit. Dans d'autres villes comme à Lyon, je sais que ça a posé plein de problèmes pour des surélévations parce que le promoteur ne trouvait pas de parking sous son immeuble, bien sûr, et ni dans le rayon des 300 ou 400 mètres qui sont demandés. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut embarquer très tôt dans les réflexions. On peut passer à la suivante. On va voir qu'il y a eu quand même un certain dispositif qui ont permis, la loi Allure, la loi du flot, d'assouplir certaines règles pour favoriser la surélévation. Vous savez tous que, évidemment, il y a d'abord les règles de hauteur et d'aspect du PLU, des règles de volumétrie qui dictent les gabarits, les règles de paysage qui dictent des hauteurs limites et des règles d'aspect qui dictent l'aspect extérieur des constructions. On peut aller à la suivante. Lionel, je voulais juste peut-être qu'on fasse un petit rappel des lois aussi qui ont impacté la copropriété sur la partie surélévation. C'était quelle loi exactement? On va les voir par la suite. On va les voir par la suite. Il y a la loi Allure, la loi du flot. D'accord. Parce que c'est la loi, la dernière en date, c'est la loi Allure, c'est ça? Même la loi Elan. La loi Elan, d'accord. Ouais. Bon, ça, je pense que dans l'assistance, on a essentiellement des architectes qui ils savent tout ça, qu'évidemment, en fonction de la largeur des voies, on a des gabarits qui nous sont, qui sont à respecter, qui ont évolué d'ailleurs avec le temps. Mais on peut aller à la suivante. Et voilà, tu peux commenter peut-être cette première dérogation. Ordonnance du flot.
de 2013. Effectivement, voilà. Au niveau de la réglementation, en fait, la surélévation de tout temps aurait pu être faite, c'est ce que rappelait tout à l'heure François. La loi de 65 ne s'y opposait pas, simplement, elle ne codifiait pas de manière précise le principe même de la surélévation tel que nous le voyons aujourd'hui. La première réglementation, c'est effectivement du Flautre, octobre 2013, qui est venu apporter effectivement des dérogations pour permettre la construction sur un site aussi exigu qu'une surélévation, en modifiant les obligations de gabarit, d'auteur, effectivement, tout ce qui est indiqué ici, en créant quelque part le principe de la dent creuse, dont l'objectif est de les supprimer pour harmoniser le paysage urbain. Ensuite est venue la loi Allure, donc 24 mars 2024, qui, elle, a supprimé le principe de l'unanimité, puisqu'avant, une surélévation égale unanimité. Et là, évidemment, vous imaginez bien que c'est quasi impossible à obtenir. Et en supprimant ce principe et en passant à la majorité de l'article 26, qui maintenant est complété par le 26.1, donc c'est la passerelle, je vous invite à lire parce que je ne vais pas vous l'expliquer, elle est un petit peu longue, mais le nombre de surélévations ne pouvait qu'augmenter. Et enfin, vous avez la loi Elan qui est venue compléter différents aspects, elle est très large, la loi Elan, sur le droit de la copropriété et puis d'autres droits aussi, urbanisme, etc. Et qui est venue créer des passerelles sur le 25.1 d'abord, qui a créé également une majorité plus faible encore lorsque les grandes villes sont en droit de préemption urbain. Donc Paris, par exemple, c'est une majorité de l'article 25, plus la passerelle 25.1. Ça veut dire que globalement, il est possible d'obtenir le vote d'une surélévation avec une majorité relativement faible, même inférieure à la moitié, ce qui peut paraître surprenant. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Donc, la surélévation est juridiquement possible en copropriété grâce à des majorités allégées. Et c'est cette succession de lois à partir de 2014 pour les majorités qui l'a rendu possible, même s'il était tout à fait possible de faire une surélévation avant, mais avec des contraintes de vote. Alors, il y a une petite particularité sur les votes, c'est que lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, que la surélévation ne vise qu'un seul des bâtiments, il y a une seconde assemblée générale de ce qu'on appelle une assemblée spéciale du bâtiment considéré, en plus de l'assemblée générale de tous les bâtiments et tous copropriétaires. Donc, il y a une double décision à devoir prendre qui peut, là, évidemment, être plus complexe. Voilà. J'invite juste qu'il y a les votes, il y a la loi, mais il y a la vie de la copropriété et j'insiste juste sur la nécessité de préparer avec un énorme dialogue au sein de la copropriété toutes ces opérations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des victimes de la surélévation. Alors, c'est un bien grand mot, mais ce sont les gens du dernier étage. Ce sont eux qui subissent les plus gros gênes, les plus gros préjudices. Bon, ce sont eux aussi qui vont en tirer, grâce au droit de priorité, s'ils l'exercent, un avantage. Mais pour autant, c'est très dur et il faut dialoguer pour faire comprendre. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Oui, il faut préciser que effectivement, la loi a fait sauter le droit de veto des habitants du dernier étage, qui ne sont pas au dernier étage par hasard, hein. Ils sont achetés au dernier étage, c'est pour être tranquille. Et donc, en revanche, ils ont perdu leur droit de veto, mais ils ont le droit de priorité. Voilà. Mais ça reste difficile, d'où l'importance du dialogue et pas seulement de se dire, j'ai la majorité, je passe. Voilà. Il faut aller un peu au-delà du principe de la démocratie, de la majorité, par un énorme devoir de concertation. Voilà, ça c'est vraiment très important. Discuter bien en amont avec l'aide des architectes d'ailleurs. Hein. Ça c'est important que la copropriété ait son propre architecte. Voilà. En plus du promoteur, etc. C'est très important. Ça apporte un bel éclairage. Voilà. Et autre chose qui pèse lourd, à Paris, avant c'était 800, si vous y avez plus de 800 mètres carrés, maintenant c'est descendu à 500 mètres carrés, vous devez faire 20% de logements sociaux. Donc, votre projet, il est forcément mort-né parce que on n'imagine pas les copropriétaires se dire qu'ils vont avoir dans la plus belle partie de l'immeuble du logement social, même si c'est à hauteur de 20%, et ça peut faire capoter le projet. On peut enchaîner. Oui, sur la technique, oui. Droit de veto supprimé, on l'a dit. Alors, comment faire? Parce que vous avez un potentiel, vous avez détecté un potentiel de surélévation. Il y a la surélévation indirecte par un promoteur.
ou alors une surélévation indirecte par un AMO, ce qui revient à avoir quand même toujours un tiers. Quand ce sont les habitants du dernier étage qui sont d'accord pour finalement créer un étage de plus et faire un duplex, bon, ils vont acheter les droits à construire. Là, c'est assez simple. L'intervention du promoteur pose toujours problème parce que promoteur, c'est toujours une réputation qui est plus ou moins mal notée par les copropriétaires. Il y a de la méfiance et donc voilà, quand dans une copro, l'exemple que je vous disais, on va vendre à 10 000 par rapport à un coût de revient de 5 000, il reste 5 000 de delta. Le promoteur de surélévation va devoir discuter pour trouver un équilibre gagnant-gagnant et trouver la juste valeur d'achat du mètre carré. Et ça peut poser de grandes discussions et retarder aussi le projet avant que les gens se mettent tous d'accord sur la proposition du promoteur. Il y a aussi ces notions de troubles excessifs de voisinage, des pertes d'ensoleillement, de vue, perte d'un éclairage génital, donc qui peut, vous voyez, il y a un Velux en cœur d'immeuble pour arroser de lumière naturelle des espaces qui sont sombres. Bah, si vous surélevez, vous allez boucher tout ça. Et sur une copro, après discussion, la perte de cet ensoleillement a été évaluée à 20 000 € par Velux. Ou c'était pas des Velux, c'était les Vasistas de l'époque d'ailleurs. Donc voilà, il faut penser à tout ça, à indemnités éventuelles au profit des voisins. Alors sur le droit au soleil, attention, il y a de la jurisprudence, mais c'est finalement l'appréciation souveraine des juges. Il y a pas de barème, il y a pas de voilà. Donc, et puis à Paris, c'est moins apprécié à Paris puisque vous vivez dans une ville extrêmement dense, Paris. Et le soleil est de toute façon limité dans Paris, sauf grande terrasse au dernier étage, mais voilà, c'est apprécié effectivement avec parcimonie quand même. Il y a la notion de vue, il y a la notion de perte d'une vue aussi sur sur la tour Eiffel ou sur le truc. Donc il y a de la jurisprudence là-dessus. Si la tour Eiffel est en premier rang ou très visible, mais s'il fallait se pencher par la fenêtre pour la voir à 500 mètres, ça c'est pas des choses qui seront retenues par le juge. Je rebondis sur les préjudices parce que effectivement un préjudice comme ça, quand tout le monde se dit c'est résolvable par une indemnité. Voilà, bon. J'ai des problèmes avec qui que ce soit, une indemnité va régler mon problème. En fait, non, une indemnité ne règle pas un problème. Simplement, il en diminue les effets, en tout cas psychologiquement et financièrement. Pour autant, il faut savoir que dans une copropriété, donc il y a une majorité qui décide à travers une assemblée. En réalité, c'est même plusieurs assemblées pour mener à bien ce projet. Il y a une majorité qui décide, mais pour autant, la majorité n'est pas forcément maîtresse chez elle. L'abus de droit est une construction jurisprudentielle qui permet à un copropriétaire en minorité, donc un ou plusieurs copropriétaires en minorité, de faire valoir leurs droits au-delà de la décision démocratique de la majorité. Je m'explique sur une perte d'ensoleillement. Il a été jugé que la perte d'ensoleillement était telle pour un copropriétaire que le tribunal a annulé la décision de réalisation d'une surélévation, donc a bloqué totalement le projet en précisant, et c'est là où c'est l'ouverture, en précisant que le préjudice était tellement important qu'il fallait l'accord personnel du copropriétaire en plus de la majorité. Cet accord ne peut être obtenu, comme je le disais tout à l'heure, par une concertation et un dialogue. Une autre décision est venue dire également, et là on est dans une petite copropriété luxueuse, dans un arrondissement bourgeois de Paris, le tribunal a considéré à la demande d'un copropriétaire que l'ajout d'appartements, l'augmentation du nombre d'appartements portait atteinte à la destination de l'immeuble. Pour ceux qui vivent en copropriété, retenez toujours destination, c'est très important dans tous les problèmes de la copropriété, mais portait atteinte à la destination de l'immeuble parce qu'elle transformait cette copropriété en petite résidence familiale de luxe en immeuble plus important. Et là, le projet a été également annulé par le tribunal qui a considéré que ce n'était pas conforme à la destination de l'immeuble. Donc, le préjudice, ça peut être aussi un obstacle définitif au projet de la surélévation. D'où l'importance de discuter avant et de ne pas s'engager dans des dépenses lorsqu'on sait qu'on a une minorité importante d'opposition qui pourra peut-être, ça se discute avec l'architecte que vous nommez, peut-être arriver à annuler le projet et perdre toutes les dépenses que vous avez engagées. Voilà.
Alors, à l'inverse, si on regardait le verre à moitié plein, il y a aussi évidemment des copropriétaires qui vont se dire, bah oui, c'est fantastique parce que ça va nous permettre de financer les 700 000 € de travaux qu'on avait pour isoler, remettre à jour le bâtiment. Enfin voilà, faut regarder aussi cet aspect-là. Il y a à arbitrer entre, j'allais dire, l'appât du gain et une somme d'inconvénients qui viennent d'être rappelés. La slide suivante. Contentieux, ça on l'a vu. Bon, on va passer sur les recours contentieux. Vous aurez les slides, Différents mais bon, voilà, préjudices. ça change rien. Il y a les recours contentieux. Attention aussi, il y a depuis un certain temps déjà la lutte contre les recours malveillants pour limiter ou dissuader ceux qui se livrent systématiquement ou qui se livraient à des recours systématiques pour obtenir de l'argent. Hein. Allez, je retire mon recours contre 100 000 €. Voilà. Le problème, c'est que voilà, l'ordonnance du 18 juillet 2013 a été écrite, mais généralement le juge face à ce vilain promoteur qui s'en met plein les poches et ce petit copropriétaire tout seul, il va sanctionner le petit copropriétaire qui a fait cette action en justice, qu'il n'aurait pas dû faire, mais il va le condamner à une somme tellement faible que finalement ça dissuade personne. La suivante. Alors ça, effectivement, ça, je peux en parler. L'acquisition de droits de voilà, oui. Ça, effectivement, je peux en parler. Le droit de surélevé appartient, et il y a une jurisprudence très récente de la Cour de cassation, au syndicat des propriétaires en son entier. C'est-à-dire que même si on surélève que le bâtiment B, l'ensemble par exemple, 3 bâtiments ABC doivent le décider, sauf stipulation particulière du règlement de copropriété. Donc, rien de précis dans le règlement. C'est toute la copropriété qui peut vendre ou utiliser le droit de surélever et donc en tirer bénéfice. Soit le règlement de copropriété prévoit 2 cas possibles. C'est de réserver le droit de surélévation au bâtiment. Donc, dans ce cas-là, la vente du droit de construire ou son utilisation reviendra au seul bâtiment qui décide de surélever. Alors, il faudra quand même l'accord des autres par rapport à la modification de l'aspect général de la copropriété. Soit le droit de surélever a été réservé à un lot dans le règlement de copropriété. Alors, attention, dans les anciennes versions, ces lots sont perdus à partir de novembre 2028. La transition imposée par la loi Elan est de 10 ans. Et aujourd'hui, il ne peut y avoir de droit de surélevé réservé à un lot qu'à travers un lot transitoire. Ce lot transitoire devant être extrêmement précis sur la surface de plancher, etc. Ça ne peut pas être le droit de surélevé. C'est pas possible. C'est le droit de surélever avec une surface précise, etc. Donc, donc en novembre 2028, tous les anciens droits vont disparaître et il ne sera possible de conserver des droits privatifs à surélever qu'à travers un lot transitoire qui, en principe, paye des charges depuis l'origine. Voilà, sauf stipulation contraire encore. Donc, ce qui veut dire qu'un lot transitoire a quand même un coût pour celui qui se réserve le droit de surélever. Voilà, en principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et ce droit, et on en a parlé tout à l'heure, soit le syndicat l'exerce directement, il devient promoteur. Dans ce cas-là, souvent, on s'adosse à des spécialistes qui peuvent être architectes, qui peuvent être aussi des promoteurs à travers, par exemple, un contrat de promotion immobilière. En gros, le promoteur ou l'architecte intervient comme prestataire du maître d'ouvrage qui est le syndicat des copropriétaires et réalise l'opération. Donc, il a droit à un pourcentage, en réalité, des honoraires plus un pourcentage, en général, sur le bénéfice, soit la copropriété, et c'est la solution la plus facile techniquement, juridiquement, c'est à peu près la même chose, cède les droits de construire à un promoteur avec les difficultés que François a évoquées tout à l'heure de confiance, d'estimation, etc. La leçon qu'il faut retirer, c'est que dans tous les cas, que vous exerciez directement, ou vous n'êtes pas sûr encore, ou que vous voulez céder le droit par facilité, il faut se faire accompagner par un architecte dès le départ. N'engagez jamais une discussion avec un promoteur ou certains spécialistes du droit de surélévation sans être aidé par un architecte. Ça, c'est très important. Et l'idéal, c'est peut-être même de mener soi-même la préfaisabilité, de payer un architecte pour qu'il mène les préfaisabilités. Et là, à l'issue de ces préfaisabilités, donc technique, juridique, urbanisme, vous pourrez décider du choix entre
je le fais moi, syndicat des copropriétaires, ou groupe de copropriétaires, ou je cède ce droit à un promoteur. Laisser au promoteur candidat toutes ces préfaisabilités, c'est peut-être avoir moins de mètres carrés que ce qu'on pensait, ou avoir moins de… Enfin, voilà, ça peut être ou augmenter les risques techniques, dire qu'il y a besoin de plus renforcer la structure, les sols, etc. C'est bien, à mon sens, de faire les procédurités et de toujours être accompagné par un architecte. Certes, il y a 2 architectes, mais pour autant, c'est une garantie de sécurité. Alors, j'ai déjà abordé là, tout à l'heure les majorités. Donc, article 26, la plupart du temps, sauf droit de préemption urbain instauré. Et là, on est à l'article 25. Plus les passerelles, bien sûr, 26 et 25. Alors oui, les modifications contiennent de charges. D'abord, je parlais de diminution de charges. Donc, évidemment, sauf si vous faites de la rénovation énergétique en même temps, les charges vont rester les mêmes, voire peut-être un peu augmenter. Mais comme le nombre de payeurs augmente, les charges diminuent. Et pour cela, il faut faire effectivement un modificatif de l'état descriptif de division qui doit prévoir tous les cas. On parlait du chauffage tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être qu'on exclut le nouveau lot du chauffage. Tout ça doit être intégré par un géomètre dans un modificatif qui sera ensuite publié avant la vente des premiers lots réalisés dans cette surélévation. Voilà. Et après, on doit calculer effectivement toutes les charges, ascenseurs, etc. Voilà. Vous voyez que voilà, dans l'étude de faisabilité, il y a la faisabilité administrative, c'est le droit à construire vis-à-vis des règles d'urbanisme. Faisabilité architecturale, je dirais que c'est le bon sens, mais aussi c'est confrontation avec l'architecte des bâtiments de France et puis l'avis de la copropriété. Faisabilité technique, il va falloir rentrer dans la portance, on va rajouter du poids. Comment vont se passer des centres de charge? Est-ce que les fondations sont aptes à le faire? Donc il y a des reconnaissances. Faisabilité juridique, bien évidemment. C'est ce dont on vient de parler. Faisabilité financière aussi. Il faut trouver le juste équilibre. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses à regarder très tôt. Et le problème, c'est de savoir qui va financer ça. On peut aller à la phase suivante. Sans compter que voilà, dès que vous faites, là je suis sur Paris, donc vous voyez, il faut consulter l'archer voyer, l'archer des bâtiments de France, l'association du Vieux Paris selon le style de l'immeuble support, ou association patrimoine du XXe siècle, et puis la mairie d'arrondissement. Sans oublier l'architecte, l'accord de l'architecte d'origine ou de ses ayants droit jusqu'à 70 ans après le décès de l'architecte auteur. Et puis service de sécurité. Parce que si vous changez de classe d'immeuble, ben c'est plus la même alimentation. Enfin voilà, oui, c'est quand même un tour de piste qui peut prendre beaucoup de temps. On peut aller à la suivante. Compter un projet comme ça, c'est 3 ans, à mon sens. Voilà. Ouais. Alors moi, je sais que j'avais interpellé Anne Hidalgo lorsqu'elle avait présenté en mai 2023, je crois, le PLU bioclimatique et que le neuron et qu'elle disait qu'ils étaient favorables à la surélévation. J'étais intervenu pour dire, écoutez, on est encore quelques architectes à y croire et à s'épuiser avec tout ce parcours. On vous demande de remettre ce qui existait à un moment, puisque j'avais pu le tester sur une opération importante où l'ABF prenait le lead et organisait une concertation. C'est l'ABF qui invitait tous les services à une séance, et donc vous étiez fixé au bout d'une demi-heure pour savoir si ça valait le coup de dépenser encore 1000 heures de travail, faire rêver les propriétaires d'une manne financière pour vous faire flinguer au dernier moment par le dernier intervenant qui vous dit noir alors que tous les autres avaient dit blanc. Voilà. Donc, et Madame Hidalgo s'était tournée vers Emmanuel Grégoire, qui est son adjoint, lui disant, mais ça, il a raison, c'est de la simplification administrative, faut le faire. Donc, je vais revenir à la charge pour essayer d'avoir cette formule de concertation, au moins sur le périmètre parisien, qui permet d'éviter de perdre son temps. Là, je voudrais rapidement vous dire quand même, voilà, ce que ça peut coûter, ces études de faisabilité. Faisabilité PLU, c'est pas grand-chose, c'est une demi-journée, une journée. La phase 2, faisabilité administrative, bah, c'est 6 000 à 8 000 euros, j'ai mis, parce que là, il faut quand même modéliser, aller voir l'ABF, justifier de ses choix. Ensuite, pareil, faisabilité architecturale vis-à-vis de l'ABF, vous allez avoir des images à produire. L'architecte, il veut pas juste, l'ABF, il veut pas juste un croquis, il veut un esprit, un look architectural. Et puis après, vous avez toutes les faisabilités, enfin toute la tournée des popotes que j'ai expliqué, phase 4, et ensuite on peut aller à la suivante, phase 5.
Vous avez forcément des sondages, des relevés, des diagnostics, etc. Ça peut aller à 15 000, 50 000 euros. Je passe sur les détails, les sous-détails qui sont en dessous. On peut aller à la suivante. Et la question, c'est, voilà, c'est un débours de 50 000 à 100 000 euros pour sécuriser et avoir un permis, et encore on ne sait pas s'il n'y aura pas un recours, un permis recevable. Qui va prendre le risque d'un tel investissement? La copropriété, jamais. La copropriété, elle est prête à céder droit à construire le jour où elle peut signer une promesse de vente et où le promoteur lui amène un chèque correspondant à la compte de je ne sais plus combien de pourcents. Le promoteur, c'est pour ça qu'ils sont pas très nombreux, les promoteurs de surélévation, parce qu'effectivement, c'est du temps long, c'est des investissements, et voilà, on a là un vrai goulet d'étranglement, et peut-être que Lionel peut nous donner son avis là-dessus, comment il le vit, mais c'est besogneux, c'est long, c'est coûteux. J'ai deux exemples concrets sur une petite copropriété de silo. Vous voyez, petite copropriété. Le projet qui a été mené a coûté 25 000 euros en études, mais on est vraiment sur un petit immeuble. Hein. C'est pour ça qu'on est en dessous de 50 000 euros. A coûté 25 000 euros en études. Alors, ça ne comprend pas le permis de construire, ça ne comprend pas tout ça. Hein, on est bien d'accord. Donc là, les copropriétés à payer, puisqu'ils voulaient, ils voulaient conserver la direction du projet. Et sur une plus grosse copropriété, on a atteint les 50 000 euros, on les a même dépassés. Et c'est aussi la copropriété qui a payé. Alors là, cette fois, sur nos conseils, l'idée étant, alors on s'est adossé à un professionnel de la surélévation qui est décédé récemment, enfin il y a l'année dernière plus exactement, et qui nous a accompagnés sur toute la durée. Ça a coûté effectivement assez cher entre les études de sol, etc. Plus de 50 000 euros, ça c'est sûr. Et la copropriété a payé parce qu'elle voulait garder la main, et notamment elle ne voulait pas que les études soient faites par un promoteur pour éviter qu'il y ait des cachotteries, des dépenses excessives. Oui, et puis la règle en copro, c'est, pardon de te couper, c'est aussi la mise en concurrence, la loi 65. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que la copro, et moi je me suis trouvé là-dedans, hein, elle est amenée à appeler 3 équipes de promoteurs surélévateurs architectes qui vont chacun dépenser 20, 30, 40 000 euros. Ils le feront une fois, ils le feront pas 2 fois. Alors la solution, donc, la solution, elle est, la solution. Soit vous gardez la maîtrise de cette opération. Moi, c'est le conseil que je donne, mais c'est un coût. Moi aussi, oui. Soit, effectivement, vous allez vouloir confier tout de suite à un promoteur, non pas la vente du droit de cession, mais une exclusivité dans les discussions. Ça peut être la solution. C'est-à-dire que vous dites, une décision d'Assemblée générale qui décide qu'il y a une exclusivité, après avoir rencontré les 3 promoteurs avec le conseil syndical, ou 2 promoteurs s'il n'y en a que 2, vous donnez une exclusivité de discussion pour présenter une offre ferme au bout de 18 mois, 12 mois, c'est vous qui décidez. En général, c'est 18 mois quand même, c'est assez long. Ça peut être une solution, mais vous imaginez bien, c'est ce qui nous est arrivé sur l'immeuble dont j'ai parlé tout à l'heure, que si au bout de 16 mois, le promoteur vous dit j'abandonne parce qu'il a des problèmes financiers, là en l'occurrence c'était le cas, vous avez perdu 16 mois. Voilà. Donc malheureusement, à un moment ou à un autre, on paye le travail qui doit être fait et qui est très complexe entre les études de sol, les structures, l'urbanisme, etc. Toutes les demandes à faire à différentes associations ou services. À un moment, vous le payez de toute façon. Soit vous le payez dans le temps passé, soit vous le payez directement et c'est vous qui maîtrisez ce temps, les délais que vous vous imposez. Mais à un moment ou à un autre, vous le payez. Voilà. La semi-exclusivité ou l'exclusivité, c'est pas mal. L'exclusivité de discussion, ça n'oblige pas à vendre. C'est pas mal parce que finalement, ça sécurise aussi le promoteur. Mais vous n'avez pas la main. Toujours être accompagné d'un architecte dans tous les cas. Voilà, toujours. Qui doit contrôler tout le travail qui va être fait par le promoteur et de toute façon, si vous êtes en direct, par les prestataires. Voilà. Ça, c'est une règle. On arrive à la fin, je m'associe à cette conclusion de Lionel pour dire toujours passer par un architecte ou l'associer très, très tôt. L'intérêt de la copro, c'est qu'effectivement qu'elle maîtrise son projet et qu'ensuite elle fasse appel à une concurrence peut-être de différents offreurs. Mais au moins, elle a la maîtrise sur son projet. Tout à fait. Et quelquefois même, elle a la possibilité d'être tempérée dans ses attentes, parce que quelquefois, vous imaginez que le droit de cession vaut 1 million d'euros, puis la réalité, c'est qu'il en vaut que 600 000 ou 500 000, parce que il y a des contraintes évidentes qui vous échappent.
Et là, effectivement, ça permet de tempérer aussi. Un autre point très intéressant, toujours réfléchir quand vous allez lancer une opération, ça y est, vous associez un promoteur, toujours penser que la copropriété est une clause de rediscussion du prix si le promoteur, au final, peut construire plus de mètres carrés ou si les prix de vente sont supérieurs à ce qu'il a annoncé. Ça, c'est très important, cette clause de variabilité. Alors, elle doit marcher dans les deux sens, en général, ça s'appelle la réciprocité. Mais ça, c'est très intéressant. Et c'est bien aussi qu'elle marche dans les deux sens. Vous serez moins payé s'il y a une sorte de crise immobilière. Parce que si le promoteur peut vendre que 9 au lieu de 10, s'ils n'avaient pas cette clause de variabilité, en gros, l'opération, elle est zéro. Voilà. Donc, vous avez zéro. Alors, peut-être que vous n'aurez que 500 au lieu de 600, s'il y a ces clauses de variabilité, mais au moins, vous aurez 500. Voilà. Alors que s'il n'y a pas ces clauses de variabilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, alors à la hausse, évidemment, c'est mieux, hausse de mètre carré ou hausse de prix de vente du mètre carré, s'il n'y a pas ces clauses de variabilité, il y a des opérations qui s'arrêtent parce que on a voté sur 600 000 et de droits de cession et on n'a plus 600 000 parce que le promoteur ne peut plus les payer. Donc, ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, pensez à cette possibilité de variabilité, et aussi à la hausse, parce que heureusement, l'immobilier, de temps en temps, se porte bien. Voilà. Alors, je vais demander quand même à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, si dans leur copropriété, justement, il y a un projet en cours, ou si c'est quelque chose qui les intéresse tout particulièrement parce qu'il y a une possibilité peut-être d'extension de surélévation dans leur immeuble, de leur immeuble. Donc, si c'est le cas, dites-le nous. Et dans quelle région vous êtes. Donc, c'est intéressant aussi de savoir, si c'est sur Paris ou dans d'autres régions. Ou si c'est simplement de la curiosité et que vous aviez envie d'en savoir plus sur ce sujet, parce que c'est quelque chose aussi peut-être qui vous a interpellé, ou peut-être dans votre rue, il y a eu une surélévation et peut-être que vous êtes victime de la surélévation de vos voisins. Donc ça peut être le cas aussi et vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire, quel recours je peux avoir. Donc voilà, je crois dans tous les cas, on a répondu à beaucoup de questions aujourd'hui dans cet atelier. C'était un très, très bel atelier, même si le démarrage a été un peu poussif et compliqué. Je pense qu'on s'est bien rattrapé. Bon, moi, j'ai pas trop parlé parce que j'avoue que, je suis pas qualifiée. Vous avez compris, c'était quand même quelque chose assez pointu. Il y avait beaucoup de sujets. On a vu des sujets juridiques avec les textes de loi et je remercie Lionel d'avoir parcouru tout ça et de nous avoir rappelé un peu les fondamentaux en copropriété. Il y avait des sujets techniques et puis aussi des belles recommandations de la part de François, donc merci et puis pour cette belle présentation que tu nous as partagée. Il y a des bouquins aussi, je suis passée rapidement, mais bon voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, prolonger leur connaissance et puis peut-être s'instruire un peu plus sur des cas concrets. Je crois que on mettra la bibliographie aussi en lien pour ceux que ça intéresse. On a eu quelques réponses. Voilà, on a Marie-Thérèse, elle nous dit qu'elle a un projet, mais elle a beaucoup de difficultés. Là, elle est en attente des rendez-vous avec les services d'urbanisme de la ville. Elle est à Lille. Voilà. Non, elle est à Lille, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, toujours intéressant de savoir que ça bouge un peu partout et qu'il y a il y a une technique pour faire céder, entre guillemets, les copropriétaires dans leur intérêt, attention, parce que moi, je pense concrètement que c'est dans l'intérêt des copropriétaires, c'est de faire chiffrer, alors vous l'avez peut-être déjà fait, soit à travers le plan pluriannuel de travaux, soit à travers une mission spécifique à un architecte, l'ensemble des travaux à faire sur la copropriété si on ne fait pas cette surélévation. Ça marche. Moi, je l'ai fait dans le. Et en plus, c'est très vite chiffré. Tu prends un panier moyen de 25 000 à 30 000 euros du logement, selon qu'on ait changé ou pas ses fenêtres. Et tu as à peu près le prix de ce qu'il faut mettre pour rehausser son étiquette. Tout à fait. Et là, vous avez d'un seul coup une entrée d'argent, une sortie qui est de toute façon inévitable. Les travaux, c'est inévitable en copropriété. C'est pas une lubie des syndics ou des architectes. C'est inévitable. Et là, d'un seul coup, ça peut peser dans la balance de dire, de toute façon, on va sortir n'importe quoi, 1 million d'euros dans les 10 ans ou dans les 5 ans. Et en face, on a 400, 500 000 à récupérer.
potentiellement, évidemment. Et ben là, d'un seul coup, ça allège énormément la note. C'est comme vendre une ancienne loge, par exemple. Ça aide beaucoup. Donc, il faut faire ce parallèle. Si vous ne le faites pas clairement en assemblée générale ou au cours de discussion, ça va être compliqué de faire comprendre à des gens que pendant 2 ans, ils vont subir, ou 1 an, ils vont subir des travaux lourds. Voilà, ça va être très compliqué. Voilà. Bon, je pense que il y a beaucoup de conseils à prendre. Aussi peut-être s'appuyer sur les réalisations qui sont allées au bout, hein, on va dire les réalisations exemplaires de chantiers donc qui ont pu aboutir et de comprendre un petit peu les différentes étapes, comment s'est monté le projet et quels ont été les accompagnements aussi qui ont permis d'aller au bout de cette aventure. Merci à tous les deux. Et voilà, normalement, si tout va bien, on aura le replay et l'enregistrement de cet atelier. Et on fera aussi un article, je pense, pour reprendre un peu les éléments principaux qui ont été exposés aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça va vous aider. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de prolonger cette conversation, vous pouvez appeler nos intervenants. Hein, vous avez François Pellegrin, qui a un cabinet d'architecture, Architecture Pellegrin, donc il a pignon sur rue. Vous pouvez le contacter si vous avez des projets et il pourra vous accompagner, vous aider, vous répondre. Et puis Lionel Rechin, donc qui est aussi en gestion, donc voilà, et qui peut aussi vous accompagner, hein, qui peut aussi gérer votre immeuble éventuellement si ça vous intéresse. Voilà, n'est-ce pas? Donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bel appétit et puis on se retrouve très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. Voilà, je vous dis au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.